sacrifié pendant ces 5 premières années parce que c'est vraiment très formateur. Et pour résumer, je pense que l'ingénieur, au-delà des connaissances et des compétences, il doit développer un savoir-être en plus du savoir-faire qu'il a acquis au niveau de l'école d'ingénieur. Donc, docteur Serkopage, en fait, je ne peux que vous remercier et vous dire bravo en fait, pour ce témoignage et pour votre intervention. Je vais tenter en fait, de la résumer en quelques mots. Une période de passage ou de formation, en fait, ce qu'on appelle en latin in situ, sur le site, juste après la formation. Vous arrivez à m'entendre? Ok, ça. Donc juste après la fin ou la diplomation, une période en fait que M. Serkopage a déterminé, lui a déterminé une durée de 5 ans, où vous mettez en pratique vos compétences théoriques, mais aussi où vous faites du fine-tuning de vos compétences humaines. Ça me renvoie en fait vers les deux autres types de skills ou de savoir en fait dont vous aurez besoin, en plus du savoir technique, parce que l'école Hassania, elle est jumelée avec les meilleures écoles du monde, le savoir-faire, son savoir-faire en matière d'éducation, il est plus à faire. Vous êtes d'accord, Serkopage, dans le monde, vous êtes en fait reconnu et très très bien reconnu. Mais par contre, il y a deux autres types en fait de savoir, en plus du savoir technique, à savoir ce qu'on peut appeler en fait des soft skills, et là c'est vos capacités d'adaptation par rapport à un environnement, d'accord, et aussi les capacités managériales. Personnellement, j'aime à distinguer entre le management et le leadership. Si vous voyez un tout petit peu, management c'est comme bâtir des maisons, ou plutôt leur bâtir le cadrage. Leadership c'est animer les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur. Et vous en aurez besoin. Dieu sait que vous en aurez besoin. Parce qu'en tant qu'ingénieur, vous n'êtes pas amené à travailler tout seul dans un bureau fermé. Vous êtes amené à gérer déjà des projets, donc ça fait en fait du time management, ça fait en fait du cost management, ça fait en fait du project management en général, ça fait de la gestion qui sont en fait des outils techniques, etc. Et ça s'apprend. Mais le plus important, et franchement je vous le dis, le plus important sont les capacités humaines. Parce que souvent on est confronté à des choses en dehors de la technicité. Disons, l'ingénieur doit être communicant. Ça, on ne nous apprend pas au niveau de l'école la communication. Il doit être dynamique, il doit avoir la notion de gestion de temps. Parce que, effectivement, quand on gère des projets, on n'a pas droit à l'erreur et donc il faut respecter les timings et les plannings imposés par le top management, par les contraintes de l'activité, de l'entreprise. Et donc, ça, c'est des qualités qu'on acquiert au fur et à mesure de l'exercice de sa profession. Merci, Serkopage. Donc, on ne peut en fait encore une fois que ressouligner en fait ce point-là, qui est celui du leadership, qui est celui en fait du gestion des hommes et des femmes. Prenez ça en compte. Si vous arrivez en fait à mobiliser ceux qui travaillent pour vous, ou ceux qui travaillent avec vous, ou ceux pour qui en fait vous travaillez, parce que n'oubliez pas que même vos patrons et vos chefs d'entreprise, c'est vous qui les gérez, et non pas l'inverse. Si vous savez en fait déterminer de quoi ils ont besoin, comprendre leur véritable motivation, échelonner cela dans des programmes bien déterminés, je suis certain que dans 15 ans, vous serez à ma place, et voire même, en fait, je serai là en train de vous écouter comme un jeune étudiant. Parce que vous aurez réussi. Si vous arrivez à mettre devant vous une vision qui est claire de votre futur, comment vous tracez, il y a bien sûr l'aspect pécunier pur, il y a l'aspect carriériste pur, mais vous êtes aussi des étudiants, et je le retrace, vous êtes aussi des hauts potentiels de ce pays. Vous avez un devoir envers votre pays. Si vous arrivez à inclure cela, à en faire des objectifs stratégiques dans le cadre d'une vision, à travailler pour l'atteindre, the sky is the limit. Il n'y aura pas en fait de limite à votre ambition. C'est le message le plus important que j'ai envie de vous faire passer. N'oubliez pas le pays qui vous a éduqué. N'oubliez pas le pays en fait dont vous portez la nationalité. Parce que c'est vous le futur. Ce n'est plus le futur. Je ne peux, après en fait deux excellentes interventions, que me tourner vers notre cher Daniel. Daniel qui, comme vous l'avez très bien compris, est swedish et suédois, un pays que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Il est aussi membre de la commission d'affaires mixtes, donc il réunit entre le côté ingénieur et le côté affaires. Donc ce mélange est d'une richesse très importante. Il est aussi en fait d'un pays qui a une expérience en matière d'éducation des plus poussées et des meilleures en fait au monde. Je serai en fait très tenté, et je suis certain que vous aussi, de l'écouter avec beaucoup d'intérêt, nous parler de lui, un peu de son parcours, mais aussi de son pays et des spécificités en fait du modèle suédois. Je vous en prie, Daniel. Merci beaucoup, Shukran.
C'est très intéressant à être là et pour à intervenir dans ces discussions. Et ce que je voulais retourner vers on dit multidisciplinarité, n'est-ce pas? C'est quelque chose à moi qui est très d'avoir beaucoup de perspectives, de beaucoup d'écouter. On a en fait entendu ou écouté comment mélanger ces sujets. C'est important dans la construction des bâtiments, par exemple, de la gestion, le manager. Mais comment arriver à saisir ce multidisciplinarité en études, et il faut bien étudier pour comprendre son métier, mais on fait juste un secteur à la fois. Et c'est aussi impossible à tout comprendre à la fois. Donc, à mon avis, mon expérience, c'est il faut faire un effort dans son secteur pour bien comprendre comment ça marche, comment le secteur marche, comment le produit dont on travaille avec marche. Et comme ça, on va gagner une compréhension de produit. Puis, comme ingénieur, on comprend mieux le groupe de produits avec lesquels on travaille. Et puis, le reste, ça vient aussi. Donc, ce que je voulais dire, c'est il faut le faire à la fois, il faut le faire peu à peu, petit à petit. Et puis, si on continue à sa compagnie, par exemple, on va comprendre la culture de la compagnie, et surtout si on travaille dans le domaine public, on comprend la culture de la société aussi. Et c'est ça qui est important aussi, pourquoi est-ce qu'on est ingénieur, pourquoi est-ce qu'on construit des bâtiments, des systèmes d'électricité, comme ça. Je peux vous interrompre, pardon, déjà pour le problème technique. Je peux vous interrompre. Vous avez parlé de 2 points très importants et j'aimerais en fait que vous puissiez les développer un tout petit peu. Le premier, c'est l'éthos. En grec, c'est le code éthique, c'est-à-dire l'origine, système des valeurs et le lien avec la culture. Le deuxième point, en fait, dont vous étiez en train de... Pourquoi est-ce qu'on fait le métier d'ingénieur? Parce qu'on ne s'est pas encore posé la question. C'est vrai. C'est toujours en existence un contexte social. Et quand il existe un besoin d'améliorer quelque chose, d'améliorer la vie en général, ou juste une manière dans un intéressant. Ça peut être les bâtiments, par exemple, c'est très important d'avoir de l'énergie, et d'énergie qui est, par exemple, renouvelable pour être sustainable en anglais. Durable, merci. Il existe toujours dans tous les domaines un besoin, et c'est avec la compréhension de différents secteurs, des compétences humaines, tout ça, on va mieux comprendre comment ça marche et qu'il faut mélanger tous les domaines de l'ingénieur. Moi, je suis ingénieur mécanicien et je travaille dans ce domaine. Par contre, par exemple, si on construit un camion, il est nécessaire d'avoir des ingénieurs, des mécaniciens, d'électrique, de logistique pour commander tous les détails, les composants. Et comme ça, si on travaille dans les équipes, qui est très commun dans le domaine, et on va peu à peu comprendre mieux comment les domaines différents, les secteurs juste à côté, comment ça marche et comment
quel est son rôle dans l'équipe. Et comme ça aussi, petit à petit, ça vient une compréhension qui est vraiment, ça donne quelque chose à votre métier qui est vraiment intéressant. Excellent. Alors, je pense que vous conviendrez tous avec moi, l'expérience suédoise elle est si spéciale et si inouïe. En plus, on a la chance d'avoir en fait un fine representative, un excellent représentant en fait de ce savoir-faire, qu'on ne va pas le laisser en fait partir en fait facilement. Donc, ce que je vais essayer en fait de faire, c'est de demander principalement à Daniel s'il peut nous faire part en fait de cet élément où la Suède elle excelle, à savoir le green engineering, l'ingénierie verte et responsable. Je suis certain que vous savez tous de quoi je parle. Ok. Et en fait, je pourrais peut-être en fait même demander à Daniel en fait s'il veut en fait intervenir en anglais. Je pourrais faire la traduction. Petite question, qui est-ce qui comprend bien l'anglais? J'imagine en fait tout le monde. Qui ne comprend pas l'anglais. Ok. Bah, donc je vais en fait. Qui ne comprend pas? Ok, qui ne comprend pas l'anglais. Ok, excellent. Donc je pense qu'on a quand même notre réponse. Magnifique. Donc je vais essayer quand même en fait de traduire un tout petit peu en fait ce que Daniel va dire, en tout cas de résumer. Donc Daniel, please can you speak to us about the green engineering, actually, and mainly your experience and the Swedish experience on that, please. Yeah, let me do that. And yeah, thank you for. Thank you for being patient with my French accent. As we've heard before, it's really important to be good in language because there exists a lot of international cooperation these days. And I'm sure that even being in school, you have exchange universities, you hear about products abroad, you maybe have the opportunity to study a master abroad. So, especially in my country, it's quite rare that people have a good French accent. Most often it's worse than mine. So, language is another thing as well that is important. But what I wanted to speak about is where I see an exchange between Morocco and Sweden, because that's basically what I do right now. I work with both helping Swedish companies wanting to establish here, wanting to be a part of the Moroccan development of the construction of houses, of renewable energy, or in any sector. We have the ICT sector where all kind of products needs to speak with each other to actually function in the modern society. So that lies in something that connects the whole society. And I see a lot of like domains where our countries can participate and can work together, specifically in the renewable energy sector, where we have Morocco is a really good representative of promoting renewable energy, which I'm really happy to see. And but what we in Sweden, for instance, are very strong within, it's how to from the power plants. How do we get energy from there, and how do we transmission it into the households, into the new houses that are built in a sustainable way? Green buildings, excellent. That's basically how it works together, because everything needs to be in a context and everything needs to be put together like that. So my country used to actually be a rather poor country 150 years ago. We were one of Europe's poorest countries actually. And what happened? Today we've done rather well, and the reason for that is that we have developed already existing inventions. We have actually come up with some good inventions as well. We have, for instance, the propeller, we have the Bluetooth, the computer mouse that everybody uses in your everyday life, that comes from Sweden, and in a lot of sectors, but notably we have been good in developing things.
And that has led us to actually implement green, ville verte, ville nouvelle, and there exists parts of Stockholm, for instance, that have an integrated system on how to use, for instance, the waste and how to transform that waste into biogas, which can feed a plant of producing energy. So that the waste that we see on the streets, we take it into a container and produce biogas of it. As well, we need to make the houses speak to each other to see where is the need for energy right now, where can we save energy. So that's why the ICT and telecommunication devices come in. And a lot of colleagues of mine back in Sweden work a lot with this integration, which is really interesting to see how you connect to society. And all the things have come with little improvement of existing things. And I believe that when I see Morocco, you're in the head of the development as well, as we've heard in Africa. And your excellency will, of course, be an important part here as well to develop not only your own country but other countries as well. Just like I'm working with as well to develop my country's solution and spread them worldwide where they can have a place as well. So basically, the development comes with hard work and with development, and it takes an understanding of the sector that you're working within to actually grasp how things need to be developed, in what context it is, and yeah, little by little you will understand the soft values as well and how they correlate to the technical issues. Because multidisciplinarity, it all comes with many viewpoints to approach something from many sides. And that's what you are doing while studying. You approach it from different sides, from a technical point of view. And with time, it's going to come as well with the managerial side, the human resources, and the social development. Thank you very much. Actually, it's pretty difficult to speak after such a great speaker. I'm going to switch easily to French if you allow me. Donc, je vais passer en fait au français si vous permettez, et je vais juste en fait résumer les deux ou trois en fait axes parmi en fait les différents axes dont Daniel a si bien parlé. Donc, le premier élément c'est l'économie verte en général. Deuxième élément c'est l'énergie verte. Et cela inclut en fait l'économie d'énergie, cela inclut en fait le recycling, le recyclage, etc. Il a parlé en fait d'un point qui est très très important pour notre thématique et la pluridisciplinarité, à savoir un processus global. Quand on construit une maison, on prend en considération, pour le prendre avec l'exemple du génie civil, parce que c'est avec cet exemple-là qu'on a commencé avec notre cher Dr. Hulot. Quand on construit une maison en Suède, au Danemark, etc., on prend en considération l'orientation du soleil, comme ça en fait on a le soleil qui tape et on n'a en fait pas besoin d'avoir le heating, d'avoir le chauffage en fait allumé pendant toute la journée. On prend en considération l'orientation du vent, on prend en considération différents éléments, ce qui permet en fait sur un calcul global d'économiser combien on consomme en matière de gaz, combien on consomme en matière d'électricité, etc. Quand une industrie ou un industrial plant, une usine est là, il y a aussi l'élément en fait de recyclage de ces eaux usées, de ces déchets, etc. Et ça permet de créer en fait de l'énergie, et ça permet d'être intégré. L'idée en fait justement c'est d'avoir ce processus intégré. Deuxième élément en fait très fondamental à mes yeux en fait dont Daniel a parlé, c'est celui de la culture. Chaque pays a sa propre culture qui est issue en fait de pas mal de facteurs, de son éducation, de ses valeurs, de sa religion, de là où il veut aller aussi. Nous devons bâtir aussi un modèle qui est en phase avec notre culture. Nous devons bâtir un modèle aussi, et c'est encore une fois votre rôle en tant qu'ingénieur. Vous ne faites pas juste en fait des calculs techniques, vous faites du leadership, c'est très important. Troisième élément aussi, Daniel en fait l'a si bien dit, I can't say it actually better than you said it, parce qu'il a mentionné en fait très clairement qu'en quoi le Maroc est un pays leader pour toute une région. Donc s'il vous plaît, ne réfléchissez pas en fait comme ceux des générations qui étaient avant vous, ou en tout cas que la majorité d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions et Dieu merci, qui ne pensaient en fait à résoudre le problème du Maroc à l'intérieur du Maroc. Non.
il faut en fait voir aussi le rôle régional que notre pays se doit de jouer. Quand on bâtit par exemple en fait, quand on bâtit en fait des clusters ou des pôles de compétences en énergie verte ou en économie verte, s'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est des facteurs créateurs de richesse. Ça peut nous ouvrir des marchés actuellement en matière d'industrie, etc., auxquels on ne peut pas accéder, notamment la Scandinavie. There are so sensitive to that, aren't you, Daniel? Of course. Ils sont en fait très sensibles à ça. Il y a beaucoup de marchés qu'on n'arrive pas à pénétrer aujourd'hui ou qu'on n'arrive plus à pénétrer aujourd'hui, notamment japonais, scandinaves, etc., et qui sont sensibles à ces données-là. Donc s'il vous plaît, quand vous intégrez vos sociétés, faites en sorte que, qu'ils intègrent cette démarche en fait, d'économie et d'ingénierie verte, d'ingénierie responsable. Ça leur permettra, de gagner en matière de coûts. En fait, tout à l'heure en discutant, c'est en fait, m'a soulevé le coût, parce que l'élément coût est très important, mais aussi de gagner en fait l'attention des différents stakeholders, des différents en fait, preneurs de décision, notamment la société civile, notamment les employés, et notamment vos futurs clients. C'est très très fondamental. Parce que maintenant, je m'adresse à des gens qui sont des influenceurs. Demain, à l'intérieur des sociétés, c'est vous qui allez prendre les décisions, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment vous imprégner en fait de cette idée-là. Troisième élément en fait aussi, duquel en fait je voulais parler, c'était en fait le knowledge sharing, c'était en fait le partage de savoir et de compétences. Il est très très important. Non seulement en fait pour vous aujourd'hui qui êtes en tant qu'ingénieur ou en tant en fait qu'élève, c'est-à-dire qui apprenez beaucoup plus, mais aussi par la suite par rapport aux gens qui vous entourent. S'il vous plaît, partagez votre savoir avec eux. Parce que quand vous avez autour de vous des collaborateurs, et ne dites pas en fait pourquoi on me parle de ça, que moi j'ai pas encore mon diplôme. Parce que le diplôme vous l'aurez. Si c'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans, ou c'est dans quelques mois pour certains d'entre vous. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous de cela. Si vous avez en fait des cadres autour de vous avec qui vous avez partagé le savoir, ils vont revenir vers vous. Parce qu'on parle toujours en tant que moteur en tant que frein en fait au développement de ce pays, on parle toujours d'une recherche et développement qui n'est pas suffisamment en fait apte. S'il vous plaît, n'y croyez rien. Le problème de recherche et développement au Maroc, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes qui le font. Le Japon, s'il a rebâti un empire après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'était les ingénieurs qui ont pris la relève de la recherche et développement. Les ingénieurs qui ont créé en fait des sociétés et les ingénieurs qui ont développé, parce qu'il n'y a personne qui connaît le domaine mieux qu'eux. There is no better way than learning by doing. Il faut en fait apprendre dans l'action, innover. N'ayez pas peur quand vous disent en fait qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Innover, innover, innover. Parce que c'est cela qui doit en fait créer pour le Maroc un avantage stratégique. Donc je vous remercie en fait encore une fois. Je pense que Dr Chilo en fait il voudrait intervenir. Merci. Merci. C'est juste pour abonder un petit peu dans le sens de l'intervention de Daniel. Oui, oui. Pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Maroc est en train de développer l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Il y a ce qu'on appelle le code de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, c'est-à-dire le Maroc est en train d'établir ce qu'on appelle la réglementation thermique du bâtiment. Autrement dit, les futurs bâtiments, tous secteurs d'activité confondus, dans l'éducation nationale, la santé, les hôpitaux, les hôtels, la construction, tous ces bâtiments vont devoir être conformes au projet de la réglementation thermique qui fixe des seuils de consommation énergétique en kilowattheure par mètre carré, et ceci dans les 6 zones climatiques que j'ai citées tout à l'heure. Deuxième point qui me semble important, et c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est la loi de l'efficacité énergétique qui introduit dans le code de la construction du bâtiment le concept du bilan énergétique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des bilans au niveau des projets. Et dernier point, c'est que le benchmark que nous avons fait, malheureusement nous ne sommes pas occupés du cas de la Suède, c'est un pays qui a ses particularités, je dirais, extrêmement différentes de celles du Maroc. Nous nous sommes plutôt occupés du benchmark autour des pays similaires au Maroc, c'est-à-dire ceux qui sont autour du pourtour méditerranéen. Donc nous avons vu ce qui se passe un peu au sud, en Tunisie, en Algérie, au Liban, au sud de la France, Espagne, etc., pour voir un peu comment ces pays ont appréhendé, je dirais, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, et donc tout cela a appuyé, je dirais, ce qui est en train de se préparer et d'arriver en matière des énergies renouvelables. Et même, nous avons, en ce moment, nous sommes en train de terminer ce qu'on appelle le guide des bonnes pratiques d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans l'habitat et l'aménagement urbain.
C'est-à-dire, le ministère de l'Habitat est en train de finaliser ce guide des bonnes pratiques dans lequel on trouve, puisque vous êtes de futurs ingénieurs, on trouve concrètement les équipements qui permettent d'économiser l'énergie. Tout à l'heure, le directeur, il est parti, donc je peux le dire. Nous sommes dans une salle de conférence qui, énergétiquement parlant, n'est pas un très très bon exemple. Hein. Vu la climatisation très importante, je le dis parce que j'aime cette école, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc l'éclairage est abondant, la climatisation est abondante, etc. Et tout cela, ça coûte de l'argent. Hein. Donc si on veut optimiser, il faut quand même penser à ça. Donc moralité, aujourd'hui, hein, ça c'est pour plaisanter, hein, moralité, aujourd'hui, il y a des équipements qui sont très importants et qui permettent de réaliser des économies d'énergie. Je ne sors pas beaucoup du domaine de votre domaine, hein, des filières de formation, c'est-à-dire il y a des techniques nouvelles, comme par exemple la production d'eau chaude sanitaire, solaire, que ce soit type individuel ou collectif. Je peux vous dire que nous avons réalisé, nous, des hôtels au Maroc qui fonctionnent avec l'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire. Et je dirais même plus, puisque nous sommes des ingénieurs, je dirais, relativement expérimentés, nous avons introduit le principe de la garantie des résultats solaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage, les bailleurs de fonds, les ministères, les bailleurs de fonds, ils donnent de l'argent pour promouvoir des techniques, je dirais des énergies renouvelables, mais ils veulent s'assurer que ces techniques fonctionnent bien et que ces techniques donnent de bons résultats. Donc, le meilleur moyen, eh ben, c'est que l'équipe d'ingénieurs qui fait le projet, quand l'équipe d'ingénieurs fait le projet, fait les calculs qu'il faut, et après, elle va être comptabilisée. Est-ce que vraiment les calculs sont bons? Est-ce que vraiment les résultats sont bons? Et justement, ça encourage les bailleurs de fonds, parce qu'il ne faut surtout pas ternir l'image du solaire. Donc, premier point, c'est le point, ce qu'on appelle la garantie des résultats solaires. Et je vous invite de rentrer dans un site que je pourrais vous donner. Vous pouvez rentrer sur ce site et vous allez voir en temps réel, par exemple l'hôtel Ibis de Meknès, ou bien Ibis Fès, ou bien Ibis Marrakech. C'est-à-dire que vous allez voir en temps réel sur Internet quels sont les calculs, quels sont les résultats, et que donne concrètement cette installation. Donc c'est quand même quelque chose qui fait plaisir à voir. Donc, certaines techniques aujourd'hui sont promues à un bel avenir au Maroc, comme les chaudières à condensation, comme les audits énergétiques, etc. Et tout cela, c'est pour vous dire que la technique, que c'est très bien, mais aussi, je dirais, les approches économiques sont extrêmement importantes. Parce que vous allez être appelé, à chaque fois que vous allez avoir un projet, outre les solutions techniques que vous allez mettre en œuvre, vous allez mettre une possibilité, une solution, 2 ou 3 solutions, et en face de chaque solution technique, vous allez mettre le coût de cette installation sans les